11h30 sur LCI, l'heure d'accueillir notre invité Manas Shirali. Rejoignez-nous, on va voir ce qui se joue du côté des autorités iraniennes, ce qui se joue dans ce théâtre de l'ombre aussi, puisqu'aujourd'hui l'Iran minimise ses frappes, cette riposte israélienne. Avant de vous entendre, puisque vous avez des échos des Iraniens ce matin, on va retrouver tout de suite notre envoyé spécial, notre correspondant Siavosh Ghazi, qui est en direct avec nous depuis Téhéran. Alors, cette attaque a-t-elle fait des dégâts? Rappelez-nous, on a entendu des bruits d'explosion. Quel est le discours aujourd'hui, Siavosh, à l'heure où on se parle, c'est-à-dire à 11h30? Eh bien, en quelques mots, pour les autorités iraniennes, il n'y a pas eu d'attaque. C'est aussi simple que ça. Plusieurs responsables des forces armées iraniennes se sont exprimés depuis ce matin pour dire qu'en fait, les bruits d'explosion qu'on a entendus à Ispahan étaient donc dus au tir des systèmes de défense anti-aériens qui ont visé des objets, des petits objets volants, qui ont été détruits. Petits objets volants dans la bouche des responsables iraniens signifie en fait des quadcoptères ou des hélichotes, qui ne sont même pas des drones, qui sont utilisés par exemple par les journalistes pour filmer depuis le ciel des événements. Et donc pour Téhéran, il n'y a donc pas eu d'attaque depuis l'extérieur, pas eu d'attaque israélienne, et donc il n'y a pas besoin de répliquer puisque il n'y a pas eu d'attaque. D'ailleurs, tous les aéroports qui avaient été fermés provisoirement pendant 2 heures à Téhéran, mais aussi à Ispahan et dans d'autres villes du pays, ont repris leurs activités. Le trafic aérien intérieur et international est redevenu normal également. Et donc la télévision a également montré des images d'Iraniens en train de pique-niquer le long du fleuve Zayanderud, qui est le grand fleuve qui traverse la ville d'Ispahan, et donc a interrogé, bien sûr c'est la télévision d'État, mais a interrogé ces habitants qui ont dit que tout était normal, qu'il ne s'était rien passé. Donc pour Téhéran, pas d'attaque, donc pas besoin de répliquer pour l'instant, alors que ces derniers jours, des responsables iraniens, avec notamment le président Raïssi, ont affirmé qu'en cas d'attaque israélienne contre l'Iran après l'attaque du 13 avril, la réponse iranienne sera beaucoup plus sévère. Il faut savoir que l'Iran, selon les responsables israéliens, a envoyé le 13 avril quelques 60 tonnes d'explosifs contre Israël, une attaque d'envergure, plus de 300 missiles et de drones qui ont été lancés contre Israël. Et aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, certains ridiculisent un peu ces informations qui font état d'une riposte israélienne en disant que contre 60 tonnes d'explosifs, aujourd'hui, Israël aurait attaqué l'Iran avec une bombe ou trois hélichotes ou quadcoptères. Merci beaucoup, Siavosh. Alors, Manas Shirali, je rappelle que vous êtes sociologue, politologue, auteur notamment de Fenêtres sur l'Iran, le cri d'un peuple bâillonné. Aujourd'hui, Siavosh l'a dit, la volonté de l'Iran, c'est de dire il ne s'est pratiquement rien passé, ce sont des attaques imaginaires, en tout cas, de minimiser la riposte israélienne. C'est pas nouveau, en fait, cette politique d'autruche de la part des dirigeants iraniens. Ça fait maintenant plusieurs décennies que les Israéliens frappent les positions de la République islamique dans les pays voisins à travers leurs proxys. Et ils font toujours mine de rien n'était, il n'y a aucun problème. À chaque fois, il ne s'est rien passé, finalement, on n'a rien vu. Non, il n'y a rien. Donc, il y a l'un des plus importants aéroports militaires d'Ispahan, de l'Iran, situé près d'Ispahan, a été détruit. Et là, maintenant, ils font comme si de rien n'était. Donc, en fait, c'est vrai, sur les réseaux sociaux, comme disait Siavosh Ghazi, il y a beaucoup de réactions, mais pas dans le sens de ridiculiser la frappe israélienne, tout à fait dans l'autre sens, en ridiculisant les dirigeants iraniens. Les jeunes Iraniens ridiculisent leurs dirigeants parce qu'ils n'arrêtent pas de dire « c'était 3 petits oiseaux qu'on a interceptés ». Alors donc, ils tournent en ridicule la parole de leurs dirigeants tout en sachant qu'ils mentent. Mais c'est intéressant ce que vous dites, puisque il y a de quoi sourire, entre guillemets, puisque l'Iran, depuis quelques jours, montrait ses muscles. On va réentendre quand même le ministre iranien des Affaires étrangères devant
le Conseil de sécurité de l'ONU, qui là, pour le coup, disait que ça allait être, qu'il allait frapper fort si l'Iran intervenait. En cas d'utilisation de la force par le régime israélien et de violation de notre souveraineté, la République islamique d'Iran n'hésitera pas une seconde à affirmer ses droits, à répondre de façon décisive et adéquate, à faire regretter ces actions au régime israélien. Voilà, menace, avertissement, on va faire regretter aux Israéliens. Et puis aujourd'hui, on dit, non, il n'y a pas eu d'attaque. Double discours. En tout cas, les Iraniens sont habitués à ces tergiversations, à cette politique d'autruche, à ce discours mensongère. Pour un Iranien, il n'y a rien de nouveau. Et que, par contre, la situation est particulièrement inquiétante. Les Iraniens ont été toujours très inquiets depuis le début. Ils savaient que cette politique suicidaire de la République islamique, un régime qui n'a pas les moyens de ses ambitions, il ne pourra jamais faire disparaître Israël comme il le souhaite. Ils savaient que c'est une politique, c'est une diplomatie suicidaire, et ce sont les Iraniens, eux, qui doivent payer le prix fort. Et aujourd'hui, ils voient qu'on est vraiment dans une situation extrêmement délicate pour le pays. Ce qui est intéressant, c'est que vous ne parlez pas de l'Iran, vous parlez de la République islamiste. C'est bien ça qui se joue, une guerre entre la République islamiste et Israël ? Absolument. Les Iraniens n'arrêtent pas de dire, les représentants de l'opposition iranienne comme Reza Pahlavi ou les Ouest, ils n'arrêtent pas de dire partout, c'est la guerre entre la République islamique et Israël. Ce n'est pas la guerre entre l'Iran et Israël, parce que les Iraniens ne soutiennent pas la République islamique. La planète entière le sait. Magali, vous vouliez intervenir ? Non, mais ce qui est intéressant, en effet, c'est de voir à quel point il y a une volonté de minimiser du côté iranien. Et cette sortie du président Raïssi aujourd'hui, alors que pendant la nuit, il y a eu ces explosions, ces frappes sur Ispahan, cette façon de se déplacer, de quitter Téhéran et de ne pas dire manifestement un mot de ce qui s'est passé, montre bien en effet une volonté pour l'instant de minimiser et voire même de nier. Ce qu'il va falloir voir maintenant dans les heures qui viennent, c'est est-ce qu'il s'est passé là cette nuit, est-ce que c'est pour solde de tout compte ? Oui. Est-ce qu'on s'arrête là ? Est-ce que vous pensez que le pays va se lancer dans une escalade, vraiment dans une fuite en avant ? Je ne fais jamais de prédictions sur l'avenir. Surtout dans des circonstances actuelles, il ne faut pas faire de pronostics. Je ne suis pas spécialiste militaire, mais je connais les dirigeants iraniens. Je sais qu'aujourd'hui, ils ne voulaient pas entrer en guerre et ils ne veulent toujours pas entrer en guerre contre Israël, tout simplement parce que leurs bombes atomiques ne sont pas prêtes. D'accord. Et on dit qu'ils vont l'avoir dans quelques semaines, quelques mois. En tout cas, pour l'instant, à l'heure actuelle, leurs bombes ne sont pas prêtes. Est-ce qu'il faut attendre qu'ils se dotent de la bombe atomique, ensuite réagir face à ce régime sanguinaire et dangereux pour la planète? C'est ça la question que je pose à la communauté internationale. Ça fait 30 ans, voire 45 ans, que la communauté internationale tergiverse avec les folies ambitieuses de la République islamique. On pense qu'on peut les faire changer d'avis, on pense qu'on peut les ramener sur les bonnes pistes, sur le droit chemin, mais aujourd'hui, ils sont à 2 doigts de la bombe atomique. Est-ce qu'il faut encore continuer à tergiverser avec ces ayatollahs qui tuent leurs propres ressortissants à l'intérieur des frontières, et ils n'hésiteront pas à embraser la région dans sa totalité? Alors, la communauté internationale s'est donné comme moyen les sanctions économiques depuis les années 80, notamment contre le pétrole. Comment, vous dites que les Iraniens ne sont pas derrière ce régime. Comment elle vit la population iranienne aujourd'hui avec toutes ces sanctions ? Alors, les sanctions, la République islamique a réussi à les détourner largement. Aujourd'hui, on sait que chaque année, ils vendent 150 milliards de dollars de pétrole. Donc, ces sanctions ont été subies par le peuple. Ça a donné le prétexte à l'appauvrissement de la population au régime. C'était les Iraniens qui ont payé le prix fort parce que les sanctions n'étaient pas véritablement soutenues. Beaucoup de pays l'ont détourné et ils ont entré en commerce avec l'Iran. La Chine notamment. La Chine achète du pétrole iranien. Et
on a entendu quand même que les pays européens n'étaient pas très rigides là-dessus. Donc, vous voyez que les sanctions n'étaient pas très sérieuses. Et la République islamique a continué à œuvrer dans sa diplomatie belliqueuse. Et moi, je qualifie aujourd'hui une diplomatie suicidaire parce que j'espère que la communauté internationale se réveille. Comment, justement, pour prolonger un peu la question de Claire, comment l'Iran, aujourd'hui, arrive à financer à la fois l'État islamique, à la fois le Hezbollah, à la fois les Houthis? C'est simplement grâce au pétrole et au gaz? Pas du tout. Ils sont dans toutes sortes de trafics pensables et imaginables. Le trafic de la chair, le trafic de stupéfiants, le trafic des organes, le trafic des femmes. Ils ont réussi à créer un réseau de mafia, de malfaisance partout sur la planète. Leur bras va jusqu'au pays d'Amérique latine. On a trouvé leurs traces dans les mafias de la drogue, dans toutes sortes de tout ce qu'on peut imaginer de travers. Ils sont impliqués. C'est ainsi qu'ils arrivent à s'enrichir. Alors, on sait que le régime iranien fait peu de cas de sa population. Vous parliez même d'un régime sanguinaire. On se souvient l'année dernière des révoltes qui avaient eu lieu dans les rues de ce mouvement Femmes, Vie, Liberté après la mort de Mahsa Amini. Est-ce que vous pensez que cette attaque et cette situation très tendue au Moyen-Orient va ressouder le peuple iranien ou au contraire le diviser un peu plus? C'est encore parler de l'avenir, mais je parle avec les facteurs que j'ai à ma disposition à l'heure qu'il est. Je sais que la population ne soutient pas la République islamique. Je sais que la population est excédée. Une partie, pas tous, une partie de la population iranienne a crié haut et fort « Israël frappe ». C'est quand même significatif. Je ne dis pas tous les Iraniens attendent une guerre, c'est loin de là. Les Iraniens sont très pacifistes, ils ont profondément peur de la guerre, de toutes sortes de changements brusques et chaotiques. Mais quand même, on a entendu de la part d'une partie de la société qui était significative. Une partie significative des gens qui ont beaucoup souffert, qui ont été appauvris, qui ont donné beaucoup de victimes l'année dernière pendant les émeutes, eux, ils ont dit Israël frappe. Donc, il ne faut pas attendre qu'aujourd'hui, face à ce régime sanguinaire, les Iraniens soutiennent la République islamique. Ça ne sera pas le cas. Est-ce qu'ils vont se rebeller? En fait, c'est la peur de la République islamique. Ça fait 3-4 jours qu'une violence inouïe police des mœurs est revenue. Police de mœurs sur les villes iraniennes contre les femmes et contre les jeunes. Donc, vous voyez que ce que vous m'avez posé comme question, c'est la peur, c'est la hantise des dirigeants iraniens qu'Israël frappe et les Iraniens se rebellent. Alors pourquoi cet étau se resserre justement depuis quelques jours, à votre avis? Puisqu'on l'a vu, effectivement, il y a de nouvelles arrestations dans les rues de Téhéran. Tout simplement pour faire peur, pour terroriser la population civile, pour leur dire ne pensez surtout pas, parce qu'il y a une menace de la guerre à l'extérieur, qu'on va vous lâcher, qu'on va vous laisser faire ce que vous avez envie de faire. On est là, on est parfaitement capable à vous massacrer. Vous massacrez. Massacrer. Alors justement, le président Raïssi était donc en déplacement dans l'est du pays et il n'a pas dit un mot des attaques de cette nuit. Ça vous étonne? Il va continuer comme ça, à faire comme si de rien n'était, si je puis dire? Je pense qu'ils vont échapper à toutes sortes de ripostes tant qu'ils sont capables de le faire. Même la dernière fois, quand ils ont envoyé leurs 300 missiles que les jeunes Iraniens qualifient de chaudière et ridiculisent cette attaque qui a été largement interceptée sur son chemin, même à cette époque, c'était pour cette riposte, ils ont été obligés de le faire. Obligés par leur base, par les Iraniens, par cette minorité des Iraniens qui les soutiennent encore. Parce qu'ils disaient, pourquoi notre dignité, notre honneur a été atteint par Israël, mais vous ne réagissez pas. Ils étaient obligés de faire ça. Aujourd'hui, ils échappent toutes sortes de réponses. Ils minimisent devant... En fait, ils ne minimisent pas devant les yeux des internationaux. Ils minimisent devant leur base en disant « Oh non, de rien n'était, il n'y avait rien, et c'était rien de grave, personne n'est mort, personne... » Ils essayent de faire comme si de rien n'était devant leur base. Il faut comprendre, la République islamique
une chose est importante pour elle, c'est que sa politique intérieure s'aligne sur sa politique extérieure. Les deux sont parfaitement liés. Quelque chose qu'ils disent dans les tribunes internationales, c'est à la consommation intérieure pour leur propre base. Là, ils minimisent. On sait ce qui s'est passé parce qu'on a accès aux infos. Mais à l'intérieur du pays, ils ont tout fait pour que personne ne sache ce qui s'est passé. Ils tiennent finalement le peuple avec une main de fer. Magali. On sait que le président iranien, le président Raïssi, a eu Vladimir Poutine au téléphone cette semaine. Et là, à l'instant, il y a la Chine qui réagit à ce qui s'est passé cette nuit et qui dit qu'elle est opposée à toute action qui irait vers l'escalade. Est-ce que ces pressions russes, chinoises, elles pèsent sur le régime iranien? Est-ce que c'est finalement la façon de faire pression sur les mollahs? Ce sont deux pays extrêmement puissants qui ont beaucoup d'autorité sur les dirigeants iraniens. Parce que les dirigeants iraniens, carrément, ont vendu le pays à la Chine, à la Russie. Et donc, vous pouvez imaginer que la parole des dirigeants russes et des dirigeants chinois ont beaucoup d'impact sur les Iraniens. Moi, je pense que la République islamique n'est pas prête pour entrer en guerre aujourd'hui, parce que ces bombes ne sont pas prêtes. Et ses alliés chinois et russes le savent. Donc, ils sont venus en leur aide pour leur faire comprendre, pour donner cette image à la communauté internationale que c'est grâce à notre pression que l'Iran ne commence pas la guerre, alors que tout simplement, la République islamique n'est pas encore prête. Et le peuple iranien, est-ce que certains s'y préparent éventuellement à une guerre ? Disons que les Iraniens sont terrorisés. Ils ne veulent pas la guerre, et surtout pas avec Israël. Je rappelle, historiquement parlant, les Iraniens n'ont rien contre Israël. C'était l'un des premiers pays, l'Iran, qui a reconnu la constitution d'Israël, la légitimité d'Israël. Et la République islamique, en s'attaquant à Israël, en tapant sur Israël, n'avait pas cette politique, avait une consommation dans le monde musulman, consommation externe, pour séduire l'opinion publique du monde arabe qui se sentait humiliée par rapport à la guerre des Palestiniens et des Israéliens. Alors que les Iraniens n'avaient pas cette sensibilité sur ce conflit. Et ça, c'est le rêve des ayatollahs depuis la fin du 19e siècle de régner sur l'ensemble du monde musulman, mais leur côté chiite les empêchait. C'était un grand obstacle. Alors là, en tapant sur Israël, en souhaitant sa disparition, en œuvrant pour sa disparition, les dirigeants iraniens, les ayatollahs chiites, ont essayé de séduire le monde arabe. Et je peux vous dire aujourd'hui, la cote de popularité des ayatollahs chiites dans le monde sunnite est à son sommet de gloire. À son sommet, parce qu'ils résistent, parce qu'ils affrontent Israël et qu'ils sont prêts peut-être à aller plus loin pour détruire l'État d'Israël. Alors que les Iraniens tremblent de peur, ils font par tous les moyens savoir à la planète entière que ce n'est pas leur guerre, qu'ils n'ont rien contre les Israéliens. Tout au contraire, ils sont tout à fait solidaires avec les Iraniens. Les dirigeants iraniens, qui sont complètement déconnectés de leur peuple, ils font tout pour résister face aux Israéliens. Est-ce que cette population a les moyens de se faire entendre, par exemple par les réseaux sociaux, ou est-ce qu'ils sont complètement muselés par les ayatollahs ? Non, c'est très difficile de complètement museler une population au XXIe siècle. Parce qu'aujourd'hui, un Iranien qui n'est pas sur les réseaux sociaux n'est pas un Iranien. Vous pouvez douter de son iranité. Chaque jeune a 4-5 comptes différents sur Instagram, sur TikTok, sur Twitter surtout. Ils sont très présents sur Twitter. Et ce qui me permet, en tant que sociologue qui n'a pas été en Iran, ça fait longtemps, pour rester en contact avec les jeunes Iraniens et continuer à discuter avec eux et de sonder ce qui se passe dans leur... Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle. Donc, grâce aux réseaux sociaux, nous, les sociologues, nous avons accès à un trésor vraiment
sans limite, sans borne, et qui est très important de pouvoir le maîtriser afin de pouvoir comprendre ce qui se passe dans la tête des Iraniens. Et néanmoins, si on poste aujourd'hui une photo ou une vidéo sur un réseau social, par exemple tête nue, sans voile, ou qui appelle à se rébeller contre l'Iran, eh bien on risque très gros aujourd'hui dans cette République. Il y a quand même l'anonymat qui les protège. Mais à partir du moment où, pour une raison ou l'autre, l'anonymat est sauté, oui, le risque est grave. C'est la prison, c'est clair. Il y a beaucoup d'internautes iraniens qui sont actuellement en prison uniquement pour un tweet ou pour un post. Vous avez parfaitement raison. Mais il est très difficile de faire sauter l'anonymat. C'est très difficile. La plupart des internautes iraniens, ils utilisent des pseudonymes et la République islamique n'arrive pas à mettre la main sur eux. Merci beaucoup Manas Chirali, merci encore. Je rappelle votre livre « Fenêtre sur l'Iran, le cri d'un peuple bâillonné ». Vous disiez aussi le cri d'un peuple qui est massacré aussi par la République islamique. On va continuer à parler de cette frappe sur le sol iranien qui a eu lieu au centre de l'Iran, près d'Isfahan.